Reprise des sanctions contre la Russie, prix de l'essence et des matières premières qui explosent, terreur du nucléaire et accueil des réfugiés. La Suisse vit aujourd'hui une communauté de destin bien réelle avec l'Union européenne. Une Europe qui a d'ailleurs le vent en poupe depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et derrière laquelle, semble-t-il, tout le monde court aujourd'hui s'abriter, l'Ukraine en tête. Tout le monde, y compris la Suisse, point d'interrogation. Est-il temps pour nous aussi de trouver refuge? Mais sous quel parapluie exactement? Notre sacro-sainte indépendance politique, économique et militaire est-elle seulement encore une option aujourd'hui? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table et en duplex de Paris. Je commence par vous, Christophe Grudler. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement de Belfort pour nous rejoindre. Alors vous serez ce soir l'œil et la voix de Bruxelles, puisque vous êtes aujourd'hui en charge du rapport sur ces relations à Bruxelles avec la Suisse. Vous êtes eurodéputé français de la majorité d'Emmanuel Macron. Vous appartenez aussi à la commission sécurité et défense, au cœur évidemment des questions ukrainiennes et des questions aussi d'Europe puissance aujourd'hui. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Exceptionnellement en duplex de Paris, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, un européaniste plus que convaincu et citoyen du pays d'Emmanuel Macron, le président aujourd'hui du Conseil de l'Union européenne. Manfred Bühler, bonsoir. Bonsoir Madame Guinan. Merci d'avoir fait le déplacement, vous, de notre capitale, à Berne. Vous y êtes le président de l'UDC, le premier parti de Suisse et le plus violemment anti-européen aussi, faut-il le rappeler. Le plus résolument, pas violemment. Et Carlos Maruga, bonsoir. Bonsoir madame. Merci à vous aussi d'être parmi nous, monsieur le sénateur. Conseiller aux États socialistes, vous siégez à la commission de politique extérieure et dans la délégation mixte entre les membres de l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, on le rappelle, et du Parlement européen. Et enfin, René Schwög, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université de Genève, spécialiste des relations Suisse-Union européenne. Apparaît d'ailleurs en mai vos derniers ouvrages, l'accord institutionnel, l'accord cadre, retour sur un échec et la 3e édition de politique extérieure de la Suisse avec des ajouts sur la situation actuelle, la guerre en Ukraine. Alors bienvenue à tous et je commence avec vous, monsieur Grudler. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Est-ce qu'elle a aussi modifié aujourd'hui les rapports entre l'UE et la Suisse ? Et dans quel sens? Alors, elle a déjà permis de modifier les relations en interne à l'Union européenne. C'est-à-dire que, malheureusement, cette guerre en Ukraine, et avant encore le Covid, en fait, a renforcé la cohésion entre les 27 États membres de l'Union européenne. Et avant, il y avait la tentation du chacun pour soi. Et maintenant, il y a l'union fait la force, si j'ose dire. Et donc, tout le monde a vraiment envie de travailler ensemble de façon très forte et intégrée, ce que n'avait pas prévu d'ailleurs M. Poutine, qui comptait sur la division de l'Europe. Et à côté de ça, eh bien, vous avez la Suisse, qui a accepté de suivre les sanctions décidées par l'Union européenne. Et je trouve que c'est important parce qu'en 2014, la Suisse ne l'avait pas fait. Donc, de suivre les sanctions de l'Union européenne, pour moi, c'est un signal fort. C'est que la Suisse rappelle qu'elle partage nos valeurs européennes et qu'elle a envie de progresser avec nous, notamment par rapport à ce conflit en Ukraine. Donc, c'est un signal positif, qui ne change pas encore tout, mais qui est quand même un signal fort, je trouve, qui va permettre peut-être de construire de nouvelles relations par la suite. La Suisse qui reprend les sanctions, d'ailleurs ça a été critiqué par l'UDC, c'est pour vous aujourd'hui le signal justement qu'elle se redirige vers l'Union européenne? Non, alors je crois qu'en tout cas du point de vue institutionnel, ça ne change pas la position de la Suisse. La Suisse reste insoluble dans les institutions européennes telles qu'elles sont conçues aujourd'hui parce que ce n'est juste pas compatible avec les droits populaires et la construction finalement historique, politique et institutionnelle de la Suisse. Par contre, évidemment, il y a des intérêts immédiats. Il y a un conflit dramatique en Ukraine qui nous touche tous. On a des réfugiés qui arrivent chez nous et évidemment, on se serre les coudes dans une situation d'urgence. Ça me paraît logique. Après, la reprise des sanctions, c'est un thème plus délicat parce que là, on touche ce qui fait le cœur finalement, je dirais, de la Suisse, c'est-à-dire sa neutralité au plan international, sa crédibilité aussi en tant que pays neutre, reconnu par des partis tels que par exemple les États-Unis et l'Iran, qui sont quasiment en guerre froide. Et par la Russie aussi. Sergueï Lavrov vient de dire justement que la Suisse ne pourrait pas être un facilitateur. Je pense que c'est une erreur stratégique d'avoir repris telles quelles toutes les sanctions. Je ne suis pas du tout pour ne pas sanctionner la Russie parce que ça ne se fait pas. On respecte la souveraineté et les frontières d'un pays, quel qu'il soit, mais effectivement, on aurait
aurait peut-être pu moduler un certain nombre de choses pour ne pas totalement perdre finalement la chance qu'a la Suisse de contribuer à la paix dans le monde avec son rôle particulier et puis de finalement, du point de vue de la Russie aujourd'hui, être dans le bateau de toute l'Union européenne. Carlos Sommaruga, vous qui êtes un grand défenseur justement du rôle de la Suisse sur la scène internationale, aujourd'hui on a perdu ce rôle de diplomate, de facilitateur. Non, pas du tout. D'abord, je pense qu'être le diplomate ou le facilitateur aujourd'hui dans le contexte de guerre, ce n'est pas le rôle de la Suisse. On n'a pas de connexion qui permettrait de le faire. Par contre, l'a cru, on l'a dit au début de la crise, qu'on pourrait organiser des rencontres. C'est certains qui pensaient qu'on pouvait jouer ce rôle, mais il y a des pays à proximité qui ont un intérêt, que ce soit la Turquie, l'Israël, pour d'autres motifs, un intérêt à pouvoir être actif dans cette médiation. Je crois que la Suisse pourra jouer un rôle plus tard, mais pas immédiat. Ça me paraît important. Et puis, on a déjà vu la Suisse, malgré des sanctions qui ont été prises contre d'autres pays, avoir sur son territoire des rencontres, notamment avec l'Iran, notamment sur la Syrie, etc. Donc, on peut rester un espace, en fait, de rencontres. Maintenant, j'aimerais juste dire que ce qui est important, c'est d'avoir vu, finalement, le Conseil fédéral sous la pression populaire, sous la pression des partis du centre, qui est une nouveauté, mais aussi sur la discrète pression de l'Europe, réaliser qu'il ne suffisait pas simplement de faire des mesures pour éviter le contournement des sanctions européennes, comme ça avait été fait en 2014 lors de l'occupation de la Crimée, et ensuite l'annexion de la Crimée. Parce qu'on avait constaté à l'époque que le flux financier qui venait de Russie ont doublé en une année au moment des sanctions européennes, et la Suisse a été utilisée. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on voit que finalement le Conseil fédéral, sous cette pression, adhère à ces sanctions européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a une communauté de valeurs. Ces valeurs qui sont défendues par l'Union européenne, c'est les mêmes que chez nous. Elles sont dans le traité de Lisbonne et elles sont dans notre Constitution. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît important, et j'espère qu'à l'avenir, ce ne soit pas seulement une neutralité fondée sur la défense des intérêts économiques, mais que ce soit aussi une neutralité fondée sur les valeurs. Et aujourd'hui, face à la gravité de la violation du droit international, c'est un crime international, un crime d'agression qui est dans le statut de Rome, qui est commis. Je pense que la Suisse ne pouvait pas faire autrement, et j'espère qu'à partir de là, cette conscience qui se construit dans le cadre de cette opposition à la guerre et à l'agression puisse permettre de repartir, que ce soit dans la classe politique, dans la population, sur l'importance de nos liens avec l'Union européenne pour créer un nouveau dynamisme. Nouveau dynamisme, René Schwak, au-delà de l'affichage, justement, des bonnes intentions, est-ce que vous pensez, vous qui connaissez très bien ces rapports, qu'il peut y avoir justement un dégel des rapports entre l'Union européenne et la Suisse aujourd'hui ? Non, malheureusement, je crois que ça n'a pas de rapport au fond. Et que la piqûre de rappel ne sera pas suffisante pour qu'il y ait un changement profond des relations avec l'Union européenne et qu'on débloque la question, par exemple, de l'accord cadre. Donc, si je devais caractériser la décision de la Suisse, je dirais que c'est un petit tournant. Ce n'est pas un changement de paradigme. Il faut mettre ça en relation avec ce que les pays historiquement neutres ont déjà fait, quoi. Donc c'est un petit tournant parce qu'effectivement, on s'attaque à une grande puissance européenne, nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, avec laquelle on a beaucoup de relations économiques. Donc ce n'est pas banal que d'adapter l'entièreté des sanctions de l'Union européenne. Mais ce n'est pas un changement de paradigme parce que la Suisse avait déjà adopté dans le passé, comme ça a été dit par M. Sommaruga, des sanctions de l'Union européenne, entre autres contre l'Iran, entre autres contre la Birmanie, entre autres contre la Syrie. Donc ce n'est pas une vraie nouveauté. Et le cadre juridique existait déjà. Il avait déjà été voté par le Parlement. Donc c'est légal. C'est la loi sur les embargos de 2002 qui permet à la Suisse d'adopter des sanctions uniquement économiques si ses principaux partenaires commerciaux, en l'occurrence l'Union européenne, les adoptent. Puis troisièmement, il faut mettre quand même en relation cette décision avec l'évolution des pays historiquement neutres avec lesquels on compare d'habitude la Suisse, c'est-à-dire la Suède et la Finlande. Ces pays-là sont en train de rompre avec le droit de la neutralité puisqu'ils livrent des armes à une partie et pas à l'autre, ce que je ne juge pas moralement ou politiquement, mais en termes de droit de la neutralité, c'est une violation des conventions de la Haye de 1907. Et puis ces pays-là, donc la Suède et la Finlande, sont en train de se rapprocher très sérieusement de l'OTAN, envisagent l'adhésion, multiplient les manœuvres militaires avec l'OTAN. Donc il faut donc mettre en perspective ce petit tournant suisse, qui n'est pas un changement de paradigme, avec les tournants énormes que ces deux pays historiquement neutres viennent de faire.
Ça, Philippe Val, comment c'est perçu de France, même d'Europe, justement? Est-ce qu'on voit aussi la Suisse comme cet élément à cultiver son particularisme toujours et envers contre tout au sein de l'Europe aujourd'hui? Je pense que la décision du Conseil fédéral a été bien accueillie, avec une surprise, oui et non, mais bien accueillie parce que c'est le début d'une prise de conscience que la Suisse, ça n'est pas simplement des intérêts économiques, c'est un projet de société, c'est un projet de société démocratique, libérale. Or, il est bien évident que la guerre qui a éclaté en Ukraine, l'agression russe, est une agression non pas tant contre l'OTAN, qui ne menaçait nullement, ni même contre l'Ukraine évidemment, qui ne menaçait nullement la Russie non plus. C'est une agression contre les pays démocratiques, les démocraties pluralistes. Et qu'elle le veuille ou non, la Suisse en fait partie. La Suisse fait partie de cet ensemble. Elle ne peut pas rester seule dans son coin à défendre ses valeurs, alors qu'un déchaînement de puissance hostile commence à se déclarer autour d'elle. La neutralité suisse telle qu'elle se pensait dans les années 30, cette neutralité, c'est un objet d'antiquité. Il faut la repenser, comme l'ont repensé d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, la Finlande, la Suède et l'Autriche. Devant la réalité, il faut repenser son statut. La solitude, le souverainisme, donc j'entends bien ce que vous dit Monsieur le leader, le souverainisme, la solitude, c'est la faiblesse aussi. Je comprends qu'on puisse penser qu'on est plus fort à l'intérieur de ses frontières, plus solidaire et qu'on s'organise entre nous. Sauf que ça n'est pas vrai, c'est contre-intuitif. Pour être fort, solidaire et dans un pays prospère et libre, il faut des alliances, et des alliances très fortes. Il faut des solidarités pour produire une puissance commune, pour résister à cette force des pays dictatoriaux qui nous menacent. C'est une guerre de civilisation qui a lieu aujourd'hui. Manfred Bühler, est-ce qu'on a le choix aujourd'hui encore justement d'être autonome? Est-ce qu'on partage les mêmes craintes d'un débordement de la guerre, y compris chez nous? On partage les mêmes problèmes aussi que les autres États de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre une voie solitaire dans notre intérêt? Il ne s'agit pas d'une voie solitaire. Je crois qu'il faut tout d'abord commencer par avoir les moyens de sa politique. On est neutre, on doit pouvoir défendre ses frontières, donc il faut déjà avoir une politique de défense solide. Et là, je me réjouis de voir qu'il y a une volonté au niveau du Parlement d'augmenter les budgets militaires, notamment. On devra absolument 2 milliards. Est-ce qu'on pourra vraiment assurer la sécurité suisse avec 2 milliards de plus qui sont aujourd'hui prévus avec le F-35? Ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, on doit évidemment travailler avec tous nos partenaires, qui soient européens ou du reste du monde, qui partagent un minimum de nos valeurs pour effectivement se renforcer. Mais ça va être des collaborations à géométrie variable. Et encore une fois, la Suisse n'est pas soluble dans l'Union européenne en tant qu'institution. Si un jour l'Union européenne change, évolue, fait modifier son modèle, on peut toujours en reparler dans 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est juste pas le cas. Donc il faut trouver pour la Suisse cette voie particulière qu'elle a toujours eue depuis des centaines d'années. Enfin, ça énerve un petit peu nos voisins qui aimeraient bien que la Suisse fasse comme tout le monde. Eh bien non, la Suisse n'est pas tout le monde. La Suisse a une histoire qui dure depuis des siècles et qui doit être respectée et prise en compte pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Alors, Monsieur Grudler, justement, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Justement, le fait que la Suisse, d'ailleurs, Ignazio Cassis, un président de la Confédération, quand il a annoncé en février la reprise des négociations, a dit aussi, voilà, on dénonce des pressions de la part de Bruxelles sur une sorte d'ingérence. Ça, c'est le cas. Est-ce que Bruxelles, justement, fait pression sur la Suisse? Est-ce qu'elle ne tient pas assez compte du fait que la Suisse, malgré tout, a une autonomie? Non, il n'y a pas d'ingérence. La Suisse est un État souverain, indépendant, qui fait les choix qu'il souhaite. Bien évidemment, et personne ne l'en mettrait en cause. Et moi, je dis que si vous voulez plus de Suisse, il faut plus d'intégration à l'Europe. Il faut plus de partenariat que le mot intégration. Parce qu'en fait, ce qui a changé par rapport aux années 30 qu'évoquait Philippe Val, c'est que maintenant, on est dans un monde globalisé. On ne peut pas rester seul dans son coin. Il y a vraiment quelque chose. Alors la globalisation, la mondialisation, comme on l'appelle, pardon, elle peut être numérique, elle peut être dans les transports, dans l'économie, évidemment. Et la Suisse profite également de cette mondialisation. Il faut continuer à ce qu'elle puisse le faire, tout en ayant effectivement des valeurs à côté qu'elle doit pouvoir porter haut et fort. Et le marché commun, le marché européen, est le premier marché mondial, premier débouché de la Suisse.
il y a encore beaucoup de co-développement imaginé ensemble. Il y a des secteurs qui ne sont pas touchés par les bilatérales actuelles. Il y a moyen d'avoir un accord de coopération qui respecte les uns et les autres, qui passe évidemment par forcément aussi des concessions. Ça ne peut pas être ce qu'on appelle à Bruxelles du cherry picking, où on va dire ça c'est l'intérêt de la Suisse, donc ça on veut. Ça c'est l'intérêt de la Suisse, on veut. Ah, ça c'est pas son intérêt, on n'en veut pas. D'ailleurs, votre Ça, ambassadeur en Suisse, justement, a dénoncé le nombrilisme et le fait aussi que la Suisse négocie avec elle-même, qu'elle ne tenait jamais compte de ses partenaires. En gros, c'est ce qu'il dit. Alors, je grossis un peu le trait. moi, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était plutôt de dire d'abord à la Suisse de savoir ce qu'elle veut. Il l'a dit de façon un peu plus verte. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche depuis la rupture de l'accord cadre unilatéral au mois de mai 2021, où le Conseil fédéral a fait une croix sur l'accord cadre, sans consulter le Conseil national suisse, les parlementaires, les cantons, personne n'a été associé. Du jour au lendemain, l'Europe n'était même pas au courant. Une croix dessus, ça fait 15 ans qu'on discute, et puis on a une feuille blanche. On sait ce que la Suisse ne veut pas, mais on ne sait pas ce que la Suisse veut. Ça fait 250 jours entre le mois de mai 2021 et le mois de février 2022 que nous avons dû attendre au niveau européen pour savoir ce que la Suisse voulait. Et le Conseil fédéral a publié une petite note en expliquant, voilà, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça, etc. Il y a aussi beaucoup disent qu'ils ne voulaient pas. C'est-à-dire pas oui, d'accord institutionnel. Mais c'est une base. C'est la volonté d'avoir un dialogue. Et le fait que derrière, au niveau parlementaire, donc le Conseil national suisse ait demandé d'amplifier les relations, la discussion, l'échange entre l'Union européenne et la Suisse, pour moi, c'est extrêmement important. C'est ça qu'il faut. Il faut poursuivre le dialogue et on va trouver des solutions. Il y a des points de blocage, certes. Le monde, il ne peut pas être comme avant, parce que le monde des bilatérales, c'était le monde du début des années 90, quand la Suisse voulait être membre de l'Union européenne, ou en tout cas de l'espace économique européen, qui a eu la votation, qui n'en a pas voulu. Bon, les bilatérales à l'époque, c'était pour ça. Mais ces bilatérales de l'époque, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on oublie parfois en Suisse, c'est que la Suisse a le meilleur accès au marché commun de tous les pays tiers de l'Union européenne. Et avec des bilatérales qui sont faites pour un temps donné. Et elles vont tomber les unes après les autres. Et donc, s'il n'y a pas un système qui permet de garder, alors on ne parlera peut-être plus de bilatéral, on ne parlera peut-être plus d'accord cadre, il faut trouver d'autres termes, parce que voilà, ces mots sont un peu connotés, mais des accords sectoriels, avec un chapeau institutionnel qui permettrait que ces accords sectoriels ne soient pas périmés à mesure que le droit évolue, eh bien, on aura un système qui permettra de développer les échanges notamment commerciaux. Pas que le commerce, il y a aussi des échanges culturels, des échanges de valeurs. On pourra faire beaucoup d'autres travail ensemble, mais ça, on va pouvoir le développer à partir du moment où on aura repris les négociations avec... je veux dire aussi, on ne va pas repartir pour 15 ans et puis refaire une croix au bout de 15 ans. Je veux dire, à mon avis, pour la Suisse, je pense que sur le court terme, il n'y a pas de problème. La Suisse a une richesse économique, a une indépendance reconnue, etc. Mais je pense que sur le moyen terme, ça me semble important que la Suisse puisse avoir cet accord avec l'Union européenne, avec des concessions des deux côtés, évidemment, mais qui permettra en fait de générer du co-développement dont la Suisse tirera un grand parti. Carlos Maruga, est-ce qu'on peut faire confiance dans notre gouvernement, dans le Conseil fédéral, pour bien gérer dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, ce dossier aujourd'hui ? Moi, je crois qu'en tout cas, malgré le fait qu'il ait publié un premier document, on est bien en deçà de ce que nous, en tout cas au Parlement, on attendait du Conseil fédéral. Et puis, naturellement, ce que moi j'ai entendu à Bruxelles de la part des représentants de la Commission, notamment M. Maroš Šefčovič, qui s'occupe des relations entre l'Union européenne et la Suisse, où on attendait en fait quels sont un certain nombre d'objectifs de la Suisse, ensuite un agenda, et puis qu'est-ce qu'on voulait à la fin comme type d'architecture. En plus, ce papier qui est mis sur la table par le Conseil fédéral n'aborde pas les problèmes centraux qui sont notamment la question du règlement des conflits avec une solution. Moi, comme je suis membre de la commission de politique extérieure, même sous le sceau de la confidentialité, j'ai jamais reçu une quelconque information de la part de M. Ignazio Cassis, ministre des Affaires extérieures de notre pays, qui nous donne des perspectives pour l'avenir. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut le reconnaître, on a un Conseil fédéral qui, sur ce dossier, est faible. Mais il est aussi faible parce que M. Ignazio Cassis, ministre, est très faible. Il a peur aujourd'hui de prendre un quelconque risque. Et vous avez 2 ministres socialistes aussi au Conseil fédéral.
Oui, 2 sur 7, ça fait toujours pas une majorité. Donc ça, c'est la situation. Mais il est vrai, je dois reconnaître une chose en tout cas, c'est que le débat maintenant, il est porté beaucoup par le Conseil national, par la Commission de politique extérieure du Conseil national, qui vient avec des propositions, des motions, des initiatives parlementaires pour des lois qui consolident les rapports avec l'Union européenne, pour cadrer un petit peu l'activité politique du Conseil fédéral. Même au Conseil des États, on a eu une motion qui a été votée. Et ça montre la faiblesse finalement du gouvernement par rapport dans ce dossier. Et le gouvernement, donc le Conseil fédéral, n'a jamais été le moteur de propositions pour venir dans le débat. Et on a Est-ce eu que les partis, notamment le vôtre, mais aussi le PLR, qui sont 2 partis historiquement européanophiles, est-ce que justement, eux, ce sont des moteurs aujourd'hui dans cette discussion? Alors, on a eu un problème par le passé, c'est-à-dire ces 2-3 dernières années, parce qu'en fait, on sentait que la problématique de cet accord cadre divisait les partis. Et les directions de partis ont essayé de serrer les rangs et d'éviter de parler de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de débat public là-dessus. Mais depuis que l'accord cadre a été mis avec une croix, comme tu disais tout à l'heure, c'est clair qu'à ce moment-là, la parole s'est libérée. Et en fait, on constate qu'il y a une majorité probablement politique au sein du Conseil national qui peut aujourd'hui proposer une piste et tenir vis-à-vis d'un accord de partenariat, comme on veut l'appeler. Puis le Parti socialiste, j'aimerais juste signaler, c'est le seul parti qui, depuis mai l'année passée, a sorti un projet, roadmap pour l'Europe. Et cette roadmap, elle propose effectivement de stabiliser les contributions à la cohésion européenne. C'est ce qui demande d'ailleurs à l'Union européenne et que jusqu'à maintenant, le gouvernement a toujours refusé de considérer. C'est ensuite de participer à l'ensemble des programmes européens de recherche et d'autres, aussi ceux qui nous coûteraient, parce que c'est comme ça qu'on monte la solidarité, et puis ensuite d'ouvrir sur l'ensemble des dossiers et des accords, pas seulement ceux qui nous intéressent, ce qui permettrait non seulement d'avoir du donnant-donnant avec l'Union européenne, mais en même temps d'obtenir cette institution de règlement des conflits, dont on peut encore en discuter le détail, mais qui est indispensable pour sortir de l'impasse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir assez de soutien, Christophe Grudler, de Bruxelles, assez de soutien de la part des partis, et notamment ceux dont on vient de parler en Suisse? Alors déjà, il faut savoir qu'en tant qu'Européens, on évite de venir en Suisse faire de l'ingérence. Faire de l'ingérence, on ne manquera pas de nous reprocher, mais on regarde ça de l'extérieur proche, puisque j'habite à côté de la frontière. Mais moi, mon sentiment, c'est que ces dernières années, il y a eu clairement un manque de courage politique en Suisse de la part de ceux qui croyaient à des relations renforcées avec l'Union européenne, tout en respectant évidemment la Suisse. Face à plus ou moins une dictature de l'opinion publique présumée, on est arrivé à un système où en fait personne n'a osé combattre pour obtenir une majorité. Parce qu'en fait la politique c'est ça, la politique on croit à quelque chose, on croit à des valeurs, on croit à des projets, on croit peut-être avec des relations avec l'Union européenne, mais à ce moment-là, on le porte fortement. Je crois qu'il y avait un sondage qui disait que 15% des Suisses étaient favorables à l'espace économique européen. Bon, si on est dans ces 15%, on se bagarre. Il y en avait 49% en 1992. Donc, mais on se bagarre pour que de 15%, on passe à 50% ou à 55%, et que cette idée puisse l'emporter en Suisse. Si on a vraiment un peu ces relations avec l'Europe chevillées au corps en Suisse. Donc, et là, je trouve que le fait d'avoir effectivement fait une croix sur l'accord cadre offre, vous avez raison, une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que maintenant, les paroles se libèrent. Tous ceux qui espéraient que l'accord cadre aille quand même au bout, peut-être, avec quelques modifications, commencent à parler dans les partis politiques. Et voilà, j'ai l'impression qu'il faudra presque faire comme au Parlement européen, où les majorités sont des majorités transversales d'idées. On ne fait pas l'unanimité dans les partis politiques, tant pis, mais on peut peut-être faire la majorité dans les instances, dans les parlements, et pouvoir arriver à porter des idées très très fortes, notamment cette idée pro-européenne. Je pense qu'il y a un moment aujourd'hui à saisir, qui est le moment de dire on assume et on avance pour ces relations. René Schwag, justement, manque de courage politique, manque de... Oui, mais j'ai bien aimé votre expression dictature présumée de l'opinion publique. Je la note, je la prendrai. Vous payerez des droits d'auteur. C'est une réalité. On a une initiative Oui à l'Europe qui avait été refusée à, je ne sais plus, 70%. Donc c'était longtemps après 1991. Bon, ça n'empêche pas de revenir sur les élections. Ce ne serait pas la première fois qu'on revient sur les votations. La présomption est extrêmement forte, on va dire. Mais ce qui est intéressant, et je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure, on a plusieurs sondages sur l'accord cadre ou l'accord institutionnel. L'année passée et encore tout récemment, fait par le principal institut
l'Institut suisse GFS Forschung, qui montre qu'il y aurait 60-65% des Suisses qui seraient en faveur d'un accord institutionnel. Mais vous avez raison, le Conseil fédéral a eu peur, a montré de la faiblesse, a dit dans son rapport d'explication qu'il était sûr qu'il perdrait un référendum si on posait la question de l'accord cadre. Donc j'ai bien aimé votre concept de dictature présumée de l'opinion publique, parce que c'est un peu paradoxal. Les sondages ne montrent pas du tout que la population serait opposée à un accord cadre, mais le Conseil fédéral est parti de l'hypothèse que la population suisse allait refuser. Est-ce que c'est compréhensible, Philippe Val, toujours vu de France, ou vu même du point de vue européen, est-ce que c'est compréhensible, cette lenteur, ces tergiversations en Suisse, qui est un pays extrêmement petit, encore une fois, au centre de l'Europe? Oui, c'est compréhensible parce qu'on l'a eu aussi d'une certaine façon en France jusqu'au moment où... Mais il y a quelque chose d'intéressant, vous savez, l'Europe est un sujet qui fait peur parce que l'opinion anti-européenne fait peur. Pourquoi l'opinion anti-européenne a une grande gueule? Elle crie plus fort que les européistes qui se vivent comme des gens, entre guillemets, normaux si vous voulez. Tandis que les européistes sont originaux et ils crient très fort. Emmanuel Macron crie très fort en France. Emmanuel Macron crie très fort et on l'entend souvent. Et c'est un européaniste. C'est vrai. Les Français, néanmoins, les Français n'ont jamais été jusqu'à élire un président anti-européen. Ils ont été au bord de l'être avec Chirac, parce que Chirac était un Européen frais, un peu, frisquette, vous voyez. Mais ils n'ont jamais élu un président anti-européen. Et Emmanuel Macron a eu finalement cette pertinence et ce courage d'avoir un programme européen très fort. Et de l'affirmer, de l'expliquer, de le répéter. Et finalement, le résultat dans les urnes, on va le voir dans les quelques semaines, les Français, secrètement, sont profondément européens. Et je pense que pour des raisons de civilisation, de culture partagée, pour des tas de raisons, et y compris des raisons de sécurité, je pense qu'il doit y avoir maintenant une bonne majorité de Suisses qui sont pour un rapprochement rapide avec l'Europe. Alors, on va y revenir juste après l'émission sur les intérêts de la Suisse, aller ou pas vers l'Union européenne. On fait une courte pause et on se retrouve très vite. Le point de retour, l'indépendance de la Suisse est-elle encore possible dans le contexte actuel et vers qui nous abritait l'Union européenne ou d'autres partenaires? On continue d'en parler. Et donc, Philippe Val venait de nous dire justement que la volonté populaire aujourd'hui, en France en tout cas, elle est très européaniste. Probablement qu'il y a cet effet qu'on sent aussi chez nous, de grande crainte de ce qui peut nous arriver. Est-ce que ça, c'est pas un moteur finalement aussi qui devrait nous conduire à sortir de l'isolement aujourd'hui? Je relativiserais cette acception selon laquelle la volonté populaire serait très européaniste. Je rappelle quand même que le peuple français avait refusé la Constitution européenne. En tout cas, dans les sondages, il plébiscite Emmanuel Macron qui est sur alors après, un créneau extrêmement européen. Le chef en France, en période de guerre, évidemment, va avoir un bonus et c'est probablement ça qu'on observe. C'est aussi cette conjonction, finalement, ce fait de se serrer les coudes en cas de crise aiguë, comme c'est le cas maintenant. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est pour plus d'intégration européenne. On le voit dans tout le débat présidentiel français aussi. Il y a quand même énormément de problèmes avec l'intégration européenne, avec les règles qui viennent de Bruxelles, avec beaucoup de branches, qu'elles soient économiques, même de gens politiquement qui se sentent oppressés dans cette Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ok, mais on a peur pour notre sécurité, on a même peur pour notre approvisionnement. Est-ce que ça, justement, aujourd'hui, de manière pragmatique, presque égoïste, ça ne devrait pas nous conduire à chercher des partenariats et le premier vers notre voisin? Évidemment que le premier partenariat économique aujourd'hui de la Suisse, c'est l'Union européenne. C'est le premier partenaire en matière commerciale. Nous sommes voisins au cœur de l'Europe avec beaucoup de pays avec qui nous avons énormément d'échanges, qu'ils soient culturels, économiques et de toute nature. Nous sommes aussi une plaque tournante, par exemple, pour l'électricité, pour le transport des marchandises par le rail. Donc nous avons aussi, nous, quelque chose à offrir au niveau de l'Europe et de l'Union européenne. Ça reste. Et c'est évidemment dans ce contexte-là que la Suisse doit s'organiser pour assurer des ressources. Parce que nous sommes un pays sans ressources naturelles, énergétiques, quasiment. On a l'hydroélectricité, Dieu merci. On a beaucoup de forêts, ça nous servira aussi à l'avenir. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose.
choses. Et l'Europe, du reste, est un peu dans la même situation. Il y a très très peu de matières premières en Europe, il y a très très peu d'énergie primaire en Europe. On a encore un petit peu de gaz et de pétrole dans la mer du Nord, mais ça va s'arrêter bientôt. Donc l'Europe est dans une même situation. Donc on a des intérêts communs, mais ça ne veut pas dire qu'on va, s'intégrer politiquement à l'Union européenne. Ça, c'est impossible, parce qu'encore une fois, la Suisse n'est pas compatible avec ce modèle. Alors la question de la puissance européenne, on va y venir, mais je vous voyais réagir, Philippe Wahl, j'imagine, sur les attaques de Macron. Oui, non, mais d'abord, les gens sont très peu oppressés en Europe par l'Union européenne, c'est n'importe quoi, enfin ça c'est des choses... voilà. Mais l'autre chose qu'on a oubliée, c'est que les Suisses sont en train de découvrir, et que nous-mêmes, Français, Allemands, Italiens, nous sommes en train de nous remémorer avec force, c'est que l'Europe... D'abord et avant même d'être une communauté d'intérêt, l'Europe c'est la paix. L'Europe a garanti la paix pendant 75 ans sur ce continent, sur cette partie du continent, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'Antiquité. Et maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, et que cette guerre est, à mon avis, les prémices d'un conflit qui va durer très longtemps, l'Europe est la garantie de la paix une fois de plus, et ça compte plus que tout le reste. Et on ne peut pas être tout seul dans un coin à penser sa prospérité et sa liberté aujourd'hui. Il faut être allié avec une puissance pacifique pour pouvoir espérer que le pays, la Suisse en l'occurrence, soit à la fois prospère et libre. Mais la puissance, justement, et le protectorat, est-ce que c'est l'Europe qui l'incarne aujourd'hui? Parce que pour l'instant, l'Europe n'a pas d'armée, et effectivement, elle va payer un prix très lourd aux sanctions. Elle a la bombe atomique. La France, oui. Et la Grande-Bretagne. Oui, voilà. Bon. Et la Grande-Bretagne. Enfin, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger qui n'existait pas en 1935, en 1938, quand il aurait été encore temps peut-être d'arrêter Hitler, là aujourd'hui, on ne peut pas dire la même chose avec Poutine, parce que il y a la bombe atomique, on ne sait pas comment fonctionne le système nerveux de Poutine et jusqu'où il peut aller. Donc, parce qu'il y a cette bombe atomique qui n'épargnera, les radiations ne s'arrêteront pas aux frontières de la Suisse. Donc il va bien falloir qu'il y ait une union forte de fait entre tous les pays européens, parce que s'il y a bien un pays au cœur de l'Europe qui est un pays profondément européen culturellement, c'est bien la Suisse. Mais pour l'instant, justement, cette Europe puissance, c'est surtout l'OTAN, voire les États-Unis. Justement, Christophe Grudler, est-ce que cette Europe, on peut lui faire confiance pour nous protéger, voire nous soutenir économiquement dans les années à venir, avec tout ce qui est en train de se produire pour elle? Ce qui est certain, c'est qu'il faut défendre l'autonomie stratégique européenne. Donc qu'on soit organisé pour l'instant, c'est pas le cas. Notre destin entre les mains. Non, c'est pas le cas, mais bon, voilà. Paris ni Berne ne se sont faits en un jour, ni Rome. Et là, il y a urgence. Voilà, il faut un peu de temps. On est parti, au niveau européen, on avait un fonds de la défense de 500 millions d'euros. Maintenant, on est à 8 milliards, plus 1 milliard pour la mobilité militaire. Et je suis certain que dans 4 ans, quand on préparera le prochain contrat financier pluriannuel, on passera à 15, voire 20 milliards, parce que cette idée de défense européenne, elle fait sens maintenant, alors qu'avant, seuls quelques pays la portaient. Et donc maintenant, même... je vois clairement avec mes collègues qui ne juraient que par l'OTAN, d'ailleurs, beaucoup de pays de l'Est, ils sont en train de se dire, oh là oui, mais attention, l'OTAN, si les Américains ne sont plus là, qu'est-ce qui nous reste? Peut-être que le Pacifique les intéresse plus que ce qui se passe en Europe. Donc il y a à un moment une prise de conscience. Et je pense qu'on va y arriver. Alors, effectivement, les pays vont chacun monter leur pourcentage de dépenses militaires pour arriver à peu près à 2% du PIB. Et c'est clair que si c'est pour acheter du matériel américain, autant dépenser plus. C'est le cas, c'est-à-dire que l'Allemagne vient de s'équiper, va annoncer de s'équiper justement absolument. en F-35 et pas du tout en Rafale, ni même en alors, je dis ça pour ne pas faire... Mais c'est un bon message, ça. C'est un bon message, ça, que l'Allemagne... Français, polonais, peu importe. Ça n'importe pas. Si c'est du matériel américain, ce n'est pas du matériel européen. C'est des avions qui sont destinés à porter les bombes nucléaires. Donc c'est un choix qui est lié en fait à l'armement nucléaire, qui n'est pas forcément lié, je veux dire, à la défense de base. Vous avez en partie raison, mais je rappelle que Mme Merkel avait interdit cet accord, ne voulait pas l'accord sur les F-35 parce qu'elle voulait justement préparer ce qu'on appelle le SCAF, le système d'aviation du futur, qui sont des avions de chasse avec des drones autour, un système complet de combat, et que comme l'Allemagne voulait participer à ce programme-là, elle avait refusé jusqu'à maintenant d'acheter les F-35. Effectivement, ça peut porter l'arme nucléaire américaine, mais on n'a pas besoin d'en acheter autant. Donc, quelques F-35, ils ont aussi acheté quelques Eurofighter, les Allemands, mais ça permet aussi d'acheter demain du SCAF, de promouvoir le SCAF. C'est l'avion européen, le SCAF, qui le SCAF, c'est aussi les données. Et vous en parliez, on a déjà évoqué ça ensemble, autour des données.
si tout le monde achète du F-35, les données elles sont aux États-Unis. Hein. Donc l'autonomie stratégique européenne, c'est fini. Hein. Vous faites là aussi une croix dessus. Donc il faut absolument que les données soient en Europe. Il faut qu'on ait des systèmes cohérents d'un pays à l'autre. Et après, je ne remets pas en cause le choix souverain de la Suisse sur le F-35, parce que je considère qu'un pays souverain, il choisit en l'état ce qui semble bon pour lui. Après, ils font des enquêtes s'ils veulent, pour voir comment ça fonctionne, etc. Moi, à titre personnel, le F-35, c'est un avion qui coûte cher, qui ne fonctionne pas, il y a des surcoûts, et grâce au génie américain, ils arrivent quand même à en placer, donc c'est quand même incroyable. Pas plus tard que hier, les USA ont réduit l'achat de F-35 parce que ça leur coûte trop cher, et ça coûte extrêmement cher à l'entretien. Mais je vous remercie en tout cas de toutes ces considérations qu'on va ressortir dans le combat politique qu'on aura autour des F-35 en Suisse. Exactement, parce on va que voter nous considérons effectivement qu'il y a un énorme problème avec ces avions-là en Suisse, c'est que c'est le contrôle des données par les USA, et même il y a possibilité de bloquer en fait l'avion s'il le faut, parce que la cible serait une fausse cible. Mais moi, je suis en tout cas très heureux comme Suisse de voir une chose. D'abord, dans l'Union européenne, on a une consolidation de la vision politique extérieure. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a senti des tensions très fortes, et là, tout d'un coup, il y a, on va dire, il y a une cohésion qui se fait. C'est vrai que c'est une situation dramatique, mais on a vu une progression là autour. Et maintenant aussi la question de l'Europe de la défense. Moi, je veux dire, comme Suisse, je suis heureux de voir ça, parce que la crise avec l'Ukraine montre encore qu'on est dépendant en fait de l'appareil de l'OTAN, et qu'il faudrait qu'un jour on puisse voir cette protection de l'espace économique, citoyen et de nos valeurs par nos propres moyens. Et ça va être un chemin qui est relativement long, mais il faudra le négocier. Et là, moi, je trouve que la collaboration entre la Suisse et l'Union européenne, dans un cadre comme le partenariat, la paix avec l'OTAN, mais l'avoir plutôt avec l'Union européenne, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, et j'espère que c'est dans ce sens qu'on peut avancer. René Schmock, pardon. Justement, est-ce qu'on n'a pas un effet d'optique aujourd'hui, et que le vrai big boss dans tout ça, c'est pas l'Union européenne, mais ce sont les États-Unis aujourd'hui? Oui, je le pense. Ma réflexion n'est pas une réflexion de citoyen, mais de politologue. Bien sûr, c'est pas un politicien. En ce nom-là que vous êtes là ce soir. Un politologue n'est pas un politicien, comme un criminologue n'est pas un criminel. Hein. Donc, en tant que citoyen... La comparaison, n'est pas acceptable. La comparaison n'est pas raison. Mais sérieusement. Non, mais comme citoyen, je serais favorable à ce qui a été dit, mais comme observateur, je pense que le réflexe suisse, il va dans les trois directions. Renforcement type UDC de l'armée, dépenser plus d'argent pour l'armement, et puis se rapprocher beaucoup de l'OTAN, et peut-être un peu à la finlandaise, suédoise, jusqu'à la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire beaucoup plus d'interopérabilité, beaucoup plus d'otanisation de l'armement, mais aussi, et ce n'est pas incompatible, un rapprochement avec l'Union européenne dans les domaines qui sont quand même relativement limités pour l'instant, où l'Union européenne se développe en matière d'armement, quoi. Donc je crois qu'on va dans les trois directions, mais je ne pense pas que c'est l'une à la place de l'autre. Ce n'est pas mon choix de citoyen, mais comme observateur, je crois qu'on va dans les trois directions. Et qui est la vraie puissance aujourd'hui pour la protection, et voire même économique aujourd'hui en Europe? En matière militaire, c'est l'OTAN, mais comme M. Samaruga l'a justement dit tout à l'heure, ou c'était peut-être vous, on craint tous à un moment donné un retrait américain, et se retrouver seul, c'est pas possible non plus à envisager. Je veux dire, la puissance économique et la puissance militaire. C'est vrai que la puissance économique, c'est une puissance économique européenne. C'est un marché de 500 millions de consommatrices et de consommateurs, avec 27 économies nationales. C'est extrêmement puissant. Peut-être la Suisse n'a pas encore réalisé que quand elle négocie, je veux dire, c'est un petit pays vis-à-vis de ce mastodonte économique. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, il y a la défense des valeurs au niveau moral et politique. Là, l'Europe a montré sa capacité de réagir. Et puis après, il y a la dimension militaire. Et là, il faut le reconnaître, la dimension militaire, c'est aujourd'hui l'OTAN. Et donc, il faut que l'Europe fasse, ça c'est peut-être, je fais de l'ingérence, mais je considère que l'Europe devrait accélérer les temps pour pouvoir, en fait, prendre sa destinée aussi militaire, qui n'est pas avec une armée, avec aussi des visions géostratégiques qui sont celles des Américains. L'Europe n'a pas je me trompe peut-être, mais de vision hégémonique militaire mondiale. Elle est de défendre son espace et de faire des missions de paix là où il faut faire des missions de paix, qui rejoignent finalement ces
missions de paix aussi, l'idée de la Suisse, de participation de la Suisse à l'ONU et de participation au Conseil de sécurité. Manfred Bühler, oui, pardon. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'Europe de la défense, mais qu'on parle de la défense de l'Europe. Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus fédérateur pour l'ensemble des pays de pouvoir se retrouver dans ce schéma-là. Et notre schéma, c'est de dire, OK, il y a l'OTAN d'un côté, mais à côté, il y a un pilier de la défense européenne, et les deux vont fonctionner ensemble, en souhaitant effectivement qu'il n'y ait pas de désengagement américain, mais bon, à terme, il y a un risque là-dessus. Et donc, plus on aura créé le deuxième pilier, plus ce sera facile effectivement de progresser vers une défense commune de l'ensemble du continent Europe. Manfred Bühler, justement, l'autonomie, est-ce que vous prenez, est-ce que, ouais, Philippe Ball, attendez, je vous donne tout de suite la parole, j'aimerais entendre. L'autonomie, est-ce que c'est pas aussi déclaratif? En réalité, on a vu avec les F-35, la Suisse s'allie aux États-Unis, elle a des intérêts commerciaux monumentaux et qui font qu'augmenter par rapport à ses relations avec l'Union européenne, en réalité. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur une voie indépendante ou en réalité on est sur une voie finalement d'aliénation, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec un autre partenaire qui pourrait être notamment les États-Unis? Dans tous les cas, l'intérêt de la Suisse, si elle veut, et je pense que c'est important, défendre son autonomie, son indépendance en tant que pays, elle doit trouver les alliances à géométrie variable selon les domaines qui conviennent à cet objectif. Et politiquement, si elle s'intègre à l'Union européenne, elle perdra une part importante de sa substance et de son indépendance et de sa liberté de décision par rapport à la démocratie directe. Par contre, militairement, il est bien clair que le boss aujourd'hui, c'est les États-Unis, en tout cas en Europe, via toutes les structures de l'OTAN, ça va le rester. Je ne crois pas du tout à la défense européenne parce que les intérêts hors crise ponctuelle comme maintenant avec l'Ukraine sont quand même beaucoup trop divergents. Ça me paraît quelque chose qui peut-être existera dans un siècle, mais franchement, je ne crois pas à ces plans-là. Et je préfère donc me reposer sur les structures qui existent, qui ont fait leurs preuves. Et ma foi, c'est une réalité que le géant américain a encore tout son poids. Il va l'avoir encore très longtemps, même s'il doit aussi se préoccuper de la Chine du côté du Pacifique. L'axe atlantique reste évidemment essentiel. Et je suis très heureux et je préfère nettement acheter des avions aux États-Unis qu'à tout autre pays, la Chine, ou, etc. La France, ma foi, ils sont déçus. Je comprends qu'on ne prenne pas le Rafale, mais ça a quand même duré 10 ou 20 ans jusqu'à ce que les premiers Rafales ont pu être vendus dans un pays étranger hors France. Donc voilà, il y avait peut-être aussi des problèmes avec cet avion qui faisaient qu'il était difficilement exportable. Je ne veux pas entrer dans les détails. On aura de toute manière un débat sur le F-35 qui sera très intéressant dans le nouveau contexte qui est posé aujourd'hui par la situation en Ukraine. Vous ne remettez pas en cause les droits des citoyennes et des citoyens de déposer l'initiative. Ouais. Philippe Ball, est-ce qu'aujourd'hui, un des grands rivaux, en réalité, de l'Union européenne et de la puissance européenne, ce n'est pas les États-Unis en premier lieu? Faudrait savoir, on a un rapport complètement schizophrène avec l'OTAN. D'abord, on en fait partie, il y a plusieurs pays, évidemment, les États-Unis sont dominants, mais à la fois, on leur reproche d'être dominants, d'être interventionnistes, et on leur reproche d'avoir mis l'OTAN en sommeil et de ne plus vouloir être interventionnistes. On leur reproche une chose et leur contraire. La réalité, c'est que, de toute façon, on a... Philippe, oui. Est-ce que ça vous a plu que l'Allemagne achète des F-35 en l'occurrence, plutôt que des Rafales? Non, je pense qu'évidemment, on aurait dû s'arranger. C'est très très dommage pour l'industrie européenne. Et le choix de la Suisse de prendre des F-35 pour un pays neutre est quand même assez bizarre parce que la différence pour le F-35, c'est qu'il peut transporter la bombe américaine. Donc c'est le choix du transport de la bombe atomique finalement qui l'emporte, c'est son critère particulier, singulier à cet avion. Donc c'est un choix bizarre pour un pays neutre, enfin bon voilà. Mais c'est une petite remarque un peu ironique. Mais la mission d'une défense européenne, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, la plupart des pays européens ça n'est pas simplement s'équipent de F-35. Hein. La plupart des pays européens s'équipent, j'y arriverai, de F-35. Hein. Alors oui, parce qu'une fois de plus, ils ont ce critère de pouvoir transporter la bombe atomique. On a déjà eu ce problème avec les sous-marins australiens. Hein. Nos sous-marins n'étaient pas nucléaires. Enfin, l'affaire est extrêmement compliquée, mais au bout du compte, avec les tensions qui s'affirmaient dans le Pacifique, ils ont choisi des sous-marins à propulsion nucléaire pour pouvoir aller plus proche, au plus près de Taïwan. Bon, bref, tout ça est tout à fait dommage. Mais pour revenir sur ce qu'on disait à propos de la défense européenne, elle n'est pas là simplement pour des missions de paix,
D'abord, elle a capoté une première fois en 1954 sur un chantage de l'Union soviétique, déjà sur un chantage de l'Union soviétique, qui est la puissance proche qui n'a pas intérêt à voir se développer une puissance démocratique, déjà à l'époque, et ça continue encore aujourd'hui. Les idiots utiles de l'Union, j'allais dire de l'Union soviétique, mais de la Russie, nous empêchent encore, voudraient encore nous empêcher de construire une défense européenne. Moi, je crois à cette défense européenne et je pense qu'elle va finir par se constituer. Et pas simplement pas simplement pour des missions de paix, mais pour défendre ses valeurs et son système démocratique. Alors revenons un peu sur les intérêts économiques aussi, Christophe Grudler. Effectivement, la Suisse lime sur ses rapports avec l'Union européenne. Pour d'autres partenaires, ça s'est perçu comment à Bruxelles ? Pouvez-vous me répéter votre question? J'ai bien compris. La Suisse lime sur ses rapports justement commerciaux avec l'Union européenne progressivement. Pour d'autres partenaires, justement, ça s'est perçu comment de la part de Bruxelles? Déjà, on voit le bateau s'éloigner. Alors non, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a plein d'opportunités dont la Suisse ne profite pas au niveau du marché commun, qui est le premier marché au monde aujourd'hui. Donc, et effectivement, j'ai vu les derniers chiffres des exportations suisses qui montraient une légère érosion des ventes au sein de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il peut déjà aussi y avoir les premiers affaires bilatérales qui sont terminés, puisqu'il y a pour un certain nombre de matériaux, et bien petit à petit, progressivement, on va descendre et la Suisse ne pourra plus commercer sans droit de douane. On va diminuer depuis 10 ou 20 ans la part de commerce avec l'Union européenne. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est extrêmement dommage que la part de commerce avec l'Union européenne baisse. Ça fait que nous baisse. sommes moins dépendants, que nous avons précisément plus de débouchés dans le reste du monde. Vous êtes intéressé à la richesse suisse. Tout à fait. Et la richesse suisse, elle passe aussi par des opportunités de commerce à proximité. Absolument. Je vous rappelle quand même que la crise du Covid ou les guerres ont montré que à tout moment, les connexions avec l'autre bout du monde peuvent s'arrêter. Absolument. Et les Allemands retenaient les camions de masques chez eux. Donc, et à ce moment-là, c'est la relation de proximité qui peut apporter des solutions. Et c'est également la solidarité qui apporte une solution. Puisque, je prends l'exemple de l'Union européenne, le plan de relance de l'Union européenne, 750 milliards d'euros. Tous les pays en ont profité, ça n'a pas coûté un centime. Donc ça, c'est le parapluie, on va dire, européen. Pour le Covid, on a fait pareil. On a une solidarité entre pays, etc. Donc, en fait, moi, je pense que l'intérêt de la Suisse, c'est effectivement de s'adosser à cette solidarité, qui est aussi une solidarité économique à certains moments. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on retrouve des accords sectoriels sur l'électricité, sur les services bancaires, sur les matériels médicaux. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se co-développer. Et aujourd'hui, clairement, c'est dommage. Alors, je vous avouerai franchement que quand au Parlement européen, moi j'essaie de faire la promotion de la Suisse au Parlement européen auprès de mes collègues, il y a un an, quand l'accord cadre était on va dire, au-dessus de la pile et qu'on parlait beaucoup de l'accord cadre, ils étaient très impliqués par la question suisse. Aujourd'hui, un an après, quand on parle de la Suisse, mes collègues me disent bon, t'es gentil avec ta Suisse, mais ils n'ont pas voulu de l'accord cadre. On a d'autres sujets à travers le monde. Le sujet suisse, on le verra peut-être un petit peu plus tard. C'est pour ça que notamment, on a un rapport en commission des affaires étrangères sur les futures relations entre l'Union européenne et la Suisse. Ce n'est pas la priorité de l'agenda en affaires étrangères. Il se passe plein de choses à travers le monde. Alors on essaye de remettre un petit peu ça au-dessus de la pile, parce que voilà, pour nous, c'est extrêmement important. Et si on devait donner un échéancier aujourd'hui, justement, on pourrait imaginer avoir des rapports, signer quelque chose, que ce soit bilatéral ou accord institutionnel, d'ici combien de temps? Je pense qu'il faut impérativement un calendrier assez serré. C'est réaliste, ça. Quitte à avoir des négociations intenses. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Alors, je vais dire, oui, c'est réaliste, mais je prends l'exemple de notre rapport Union européenne-Suisse. Il sera commencé à être étudié peut-être au mois de juin, peut-être qu'il va finir en fin d'année. Alors que moi, j'espérais, qu'on a attribué ce rapport, qu'on puisse terminer ça au printemps, voire éventuellement au début de l'été. Donc, en fait, on veut tous un calendrier serré. Il y a toujours une bonne raison de repousser. Mais je pense que l'intérêt des deux parties, c'est de sortir de l'impasse et d'arriver à une table de négociation qui fonctionne sur un relatif court terme. Alors, le court terme, ça peut être 2 ans. Alors, il y a les élections au Conseil fédéral bientôt, etc. J'ai bien compris. Mais il y a toujours quelque chose d'autre. Moi, je rappelle, pour l'accord cadre, attendez, il faut qu'on attende le Brexit. Oh là, oui, quand il y aura le Brexit, on verra ce qu'on veut après. Attendez, il y a encore ça. Oh là, il y a la votation sur le bilatéral. Oh, attendez, on va attendre. 2 ans, ça vous paraît crédible, Carlos Maruga et puis René Schwak? On va faire peut-être une vision un peu positive, mais en 2 ans, non, mais je pense en 3 ans, on pourrait peut-être imaginer quelque chose, parce que je reste persuadé que
le Conseil fédéral ne veut pas aboutir avant les élections fédérales de 2023. Et donc là, maintenant, on a 18 mois, donc 2 ans et demi, ce serait peut-être imaginable avec un accord qui aboutisse après. C'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ne souhaitent pas que la question européenne soit au cœur des votations fédérales. Et de toute façon, ce sera l'éléphant dans la maison, puisqu'il y aura la question sociale, bien entendu, parce qu'il y a aujourd'hui un problème social en Suisse, etc. Il y a le problème environnemental, mais il y aura aussi les relations avec l'Union européenne qui vont se poser. Puis juste peut-être dire une chose, parce que là, on entendait qu'on diminuait notre part avec l'Union européenne. Je rappelle que nos exportations sont en progression et que c'est la part de cette progression aussi qui diminue. Donc ça veut dire qu'avec l'Union européenne, on continue à avoir des exportations qui progressent, mais c'est des exportations qui progressent plus rapidement avec la Chine ou avec les États-Unis. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, alors pour faire une petite parenthèse, de diversifier avec des partenaires quand on importe chez nous des produits qui viennent d'industries qui travaillent avec le travail forcé en Chine et qu'en fait on pollue notre système économique et notre système de consommation avec des tels produits, moi j'avoue que je suis extrêmement choqué. Et qu'on dise on continue à travailler avec la Chine, qui ensuite, dans son renforcement, dans sa chaîne de valeur internationale et mondiale dans laquelle applique la Suisse, ça pose d'énormes problèmes. Et alors parce qu'il n'y a pas cette communauté de valeurs et que vous avez des difficultés d'être dépendant d'un régime qui est un régime autoritaire, dictatorial. Et donc là, il faut naturellement se poser la question, on ne peut pas, vous disiez tout à l'heure, il faut varier la géométrie variable. Mais géométrie variable, mais rappelons-nous les valeurs de la Constitution suisse et donc construisons aussi le dispositif économique qui soit en harmonie avec ça. Et où est-ce qu'on le trouve, ça? On le trouve tout d'abord avec l'Union européenne. Ensuite, on peut le trouver avec des pays comme les États-Unis ou des pays qui sont des pays aussi d'Amérique latine. Et on travaille. Puis en plus, il y a encore la dimension environnementale. Qu'est-ce qu'on va chercher systématiquement un certain nombre d'éléments en Chine, alors que peut-être l'Europe ou la Suisse auraient tout intérêt à développer des technologies ici, avec d'abord un savoir-faire et pas le transférer là-bas. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'avenir, pour l'innovation, etc. Et puis la deuxième chose, c'est aussi, on doit tout transporter en avion ou en bateau. Et puis si on a une production locale, ça serait... Alors il nous reste très peu de temps. Je vais laisser la parole à Manfred Bühler pour le mot de la fin, puisque vous êtes en minorité, disons que sans ce débat ce soir. Mais est-ce que justement la Suisse a réellement une indépendance aujourd'hui? Et puis en multipliant ses partenariats, est-ce que c'est pas justement se mettre aussi dans des risques considérables pour notre souveraineté? On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Et précisément en diversifiant ses partenaires économiques, ses sources d'approvisionnement, je pense qu'on sera dans une meilleure situation. Et quand j'écoute M. Sommaruga, alors j'ai envie de dire, mais dites à votre collègue de parti, M. Nordman, de stopper tout de suite toute politique d'installation de panneaux solaires dans ce pays, parce que tout ça est fait en Chine. Et toute la politique aujourd'hui d'énergie dans ce pays repose sur ce genre de bêtises, j'ai envie de dire, d'être dépendant beaucoup plus qu'avec les barrages ou le nucléaire. Développer de la technologie en Europe, mais pour le moment... fabrications qui sont faites dans des pays comme la Chine et d'autres, parce que, évidemment, c'est moins cher et qu'on pourra plus facilement vendre tout ça aux citoyens suisses. Donc, il y a une réflexion globale à avoir, et là, je suis tout à fait d'accord. Et j'espère qu'on pourra l'avoir aussi avec le Parti socialiste. Avec l'énergie solaire, etc., on sera moins dépendant aussi de pays tiers comme la Russie ou comme d'autres pays sur la question des carburants. Et donc là, on a... J'ai jamais vu un panneau solaire remplacer un carburant. La production d'électricité. On doit terminer. L'électricité. L'indépendance, donc, on vient de voir l'indépendance de la Suisse, c'est très relative. Je tiens à remercier tous mes invités ce soir. Merci à vous aussi. Le point sur la sacro-sainte indépendance, justement, de la Suisse, c'est remise en question par la guerre en Ukraine. C'est fini, enfin, dans cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un point sur le nucléaire qui pourrait bien signer son grand retour, y compris peut-être en Suisse, malgré la terreur qu'il inspire. En attendant, bonne semaine à tous.